Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On vous avait promis une pause dans ce délire politique. Eh ben, on tient nos promesses et on vous a pas pris de recettes de camomille ou bien de petit thé d'infusion. On vous a pris quelqu'un qui va vous booster. Je voudrais saluer Monsieur Louis-Félix Osier-Lafontaine. Écoutez, donc, salut. Donc, un grand bonsoir. En fait, je suis quand même de la catégorie de cette plante merveilleuse qu'on appelle Atumo. Atumo, voilà, Atumo, qui a plein de richesses. Plein de richesses, voilà. Alors, effectivement, Louis-Félix, merci d'avoir accepté notre invitation. On a plaisir à vous recevoir une nouvelle fois. Et là, on va probablement faire l'introspection, on va mener l'introspection, non pas de nous-mêmes, parce qu'on n'est pas grand-chose, mais de la société martiniquaise, parce que vous êtes avant tout, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes avant tout un sociologue, vous êtes un chercheur, vous êtes un statisticien, et surtout, vous avez une connaissance extrêmement fine des us et coutumes de cette population qui est chère à votre cœur. Parce que souvent, les sociologues prennent de la distance par rapport à leur sujet d'étude, mais vous êtes dedans, en fait. Hein. Vous êtes dedans. Alors, racontez-nous, pour commencer, comment vous êtes tombé dans cette histoire de sociologie? Je suis tombé par hasard et j'avais été donc conduit à faire un stage. Je voulais être travailleur social. Donc, j'avais été dans un endroit qui restait cher à mes yeux et à mon cœur, c'était Rivière-Laure, le foyer de l'enfance de Rivière-Laure, et donc où j'ai découvert à la fois des enfants, mais un monde des enfants. Et donc, j'avais découvert qu'on avait reproduit, sans le savoir, dans la grande banlieue de Fort-de-France, avec un homme pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est donc l'ancien directeur. Et donc, on avait reproduit une sorte d'habitation à l'ancienne, dans laquelle vivaient de manière heureuse les enfants. Et voilà. C'est terrible, ce voilà. Paradoxe absolu entre le mot habitation voilà. et le bonheur. Mais c'était un directeur qui régnait en maître, mais en maître de la bonté. Ah d'accord, voilà. Donc il avait renversé le rôle du maître esclavagiste des siècles passés. Ah oui, il était très loin de ça. Il était donc un homme de grande bienveillance et qui avait donc mis des conditions pour que les enfants soient heureux. Et donc là, j'avais découvert quelque chose qui allait au-delà du travail social. Il y avait donc une anthropologie du lieu. Et puis donc après, je suis parti faire des études de travail social. Et puis j'ai rencontré le professeur Raveau et quelques Martiniquais qui étaient au centre de recherche de Charles Richet, donc à la rue des Saint-Pères. Et donc j'ai commencé l'anthropologie. Voilà. Ouais. Mais c'était à peu près mai 68. J'ai essayé d'aller à Vincennes en sociologie, mais il était impossible d'entendre les professeurs tellement il y avait du chahut. Donc j'ai fait un peu d'abord l'anthropologie, puis après la sociologie. Bon, vous tombez pile poil en 68 dans la Révolution, en fait. Hein, à la fois la Révolution dans la rue, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de morts. Hein, je crois qu'il y a eu 0 mort. Ça a été une des révolutions les plus sages de l'histoire de France. Mais une révolution intellectuelle qui va bouleverser la société française. Absolument. Vous en avez des souvenirs? Mais écoutez, le souvenir que j'ai, c'est le jour où Mitterrand devait s'exprimer au stade Charletti. Je traversais quelques Martiniquais. Il n'y avait plus à manger à Paris, mais nous avions un petit peu peur. Et nous passions dans un endroit, je ne me souviens pas exactement, nous avons vu des Parisiens en train de jouer à la pétanque. Et nous, Martiniquais, nous qui connaissions le carnaval, on s'est dit que la révolution ne va pas aboutir cette fois parce que ça nous ressemble beaucoup à notre carnaval. Et donc la culture martiniquaise nous a tranquillisés. Voilà. Et donc nous avons vu ce fameux meeting de Mitterrand donc à Charletti, où il a en fait déclenché une campagne après qui avait un peu avorté d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, la sagesse populaire vous a indiqué que ça n'irait pas bien loin en fait. Mais non, écoutez, il y avait avec nous donc notre ami défunt Jacques Houlet, qui était ancien directeur d'hôpital,
qui était d'accord avec moi. Il nous a dit, non, écoute, nous qui avons l'habitude de ces grandes fêtes, nous sommes dans la fête, c'est le carnaval, il n'y aura pas de... Ah, il y avait des fêtes. Non, non, là, et puis là, nous avons donc continué mai 68, et mais enfin, on a vécu aussi de manière extrêmement intense des grands débats dans les milieux antillais de Paris, etc. Voilà. Ouais. Et ça n'a pas abouti non plus chez nous, d'ailleurs. Pas du tout. Si vous vous souvenez, mai 68, c'était un événement lointain. Ça n'a pas été vécu. Mais la conséquence de mai 68, néanmoins, c'est donc toute une génération de mai 60, donc formée à mai 68, est revenue l'année d'après. C'est l'année de 69-70. Vous avez toute une série de leaders syndicaux et autres qui sont revenus et qui étaient formés à l'esprit de mai. Et ce qu'on peut appeler le nationalisme martiniquais ou l'anticolonialisme martiniquais a pris un essor considérable à partir d'ailleurs de ces années 70. Oui, on se souvient que les années 70 ont été particulièrement chahutées, là aussi en Martinique. Tout à fait, oui. Avec comme épicentre probablement déjà les affrontements de 71 avec j'allais dire les hordes faisant régner l'ordre sous le préfet Terrade. Absolument. Il y a eu ça. Terrade de la Grenade. Terrade de la Grenade, tout à fait. Il y a eu Chalvet, 74. Voilà, et puis un certain nombre de mouvements. C'est là qu'on voit naître probablement le début d'un rejet plus radical, j'ai l'impression. Oui. Alors je vous signale aussi que de 71, un virage historique considérable avec l'arrivée de 4 maires dans le sud qui ont donc mis à mal, qui ont fait battre des caciques de la droite dans le temps. Alfred Marie-Jeanne. Par exemple, etc. Donc, écoutez, François Duval au François, avec Vanjou, etc. Maurice Doguet qui avait gagné aussi à Ducos. Ouais. Donc, vous voyez, c'était donc un virage considérable. Voilà. Et puis, il y a eu 74 Chalvet, les occupations de terre. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, et vous vivez ça comment? Parce que on a l'impression que vous avez deux vies. Vous avez une vie d'engagement politique. Oui. Que vous ne cachez pas d'ailleurs, oui. que vous revendiquez, et puis une vie au contact de la population. Le travailleur social n'est jamais très loin du militant politique. Mais écoutez, j'ai toute ma vie d'ailleurs. Je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus. J'ai toute ma vie essayé de concilier les deux. Et avec cette idée quand même, je n'ai jamais fait une idée forte chez moi. Je n'ai jamais été un dogmatique. Bon, je me suis beaucoup retrouvé d'ailleurs. J'espère que vous avez, comme moi-même, comme bien d'autres, nous avons écouté et lu l'interview d'Edgar Morin. Je me suis beaucoup retrouvé, son interview qu'il a faite la semaine dernière, ou ça fait 2 semaines, où il parle de l'importance de la pensée avec la nuance. J'ai toujours été dans la nuance. Le doute et la nuance. Voilà. Ouais. Et puis, cette idée aussi qu'on ne peut pas changer. Donc, Edgar Morin le dit aussi d'ailleurs. La vraie révolution, ce n'est pas le renversement, dit-il, mais la métamorphose. Oui, voilà. En clair, le facteur exogène, le facteur extérieur n'est pas déterminant. Absolument. Ça vient de nous. Voilà, c'était exactement ça. D'ailleurs, toute une théorie est née là-dessus après, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Et moi, je crois beaucoup à ça, au pouvoir d'agir, au pouvoir de penser par soi-même. Et si militance il y a, comme vous disiez tout à l'heure, moi, je suis vraiment arc-bouté à cette idée de l'existence et de la nécessité d'un pouvoir d'agir et de penser des Martiniquais par eux-mêmes. Et c'est le seul facteur, le seul lieu de changement possible, ce qui fait que ça peut me faire apparaître comme un homme de tempérance et de modération, mais j'assume parfaitement. Mais cet homme de tempérance et de modération que vous venez de décrire, dont vous revendiquez peut-être l'étiquette, est-ce qu'il n'est pas déçu? Écoutez, alors, ne parlons pas des politiques pour l'instant, oui. On va en parler, oui. Mais parlons de la population. J'ai l'impression que ça vous vient, cette histoire de métamorphose,
probablement d'une déception intense vis-à-vis des comportements. Mais écoutez, les sentiments, la politique, si vous vous souvenez de cette phrase célèbre qui a été répétée plusieurs fois dans le film Z, la politique, ce n'est pas une affaire sentimentale. La politique est une affaire de fait, autrement dit, de fait de transformation. Et la politique est une affaire d'histoire, de l'histoire qui se fait. On devrait recommander très fortement ce film aux multiples candidats à la CTM. La politique, ce n'est pas une histoire sentimentale. En créole, on pourrait... En créole, est-ce qu'on peut traduire? Enfin, c'est littéral, c'est pas ni sentiment. C'est terrible, hein? Oui, c'est ça. Dans le sens, oui, mais si vous dites ça comme ça, ça a un autre sens en créole, d'après moi. Au contraire, ça peut vouloir dire que c'est une affaire de grande dureté. Je préfère dire à ce moment, la politique, c'est pas une affaire d'affection. Voyez? Parce que sans sentiment, c'est haché coupé. Hein. Donc c'est pas. Or, la politique. Chez nous, c'est un peu ça. Non, je ne trouve pas. Si vous, je trouve au contraire. D'ailleurs, ça me permet d'arriver, si vous le voulez bien, à la campagne. Est-ce que vous avez remarqué la tranquillité de cette campagne? Probablement en raison du contexte, peut-être du contexte sanitaire. Comme les gens ne peuvent pas non plus faire 4 000 ou 5 000 personnes, parce que c'est quand il y a 3 000 ou 4 000 personnes qu'on prend des coups de couteau, qu'il y a des coups de rasoir. Hein. Eddy, vous savez, dans les 10 dernières années, il y a eu une baisse régulière, considérable, d'ailleurs, j'ai envie de dire salutaire, du nombre d'actes de violence durant la campagne électorale. Tout à fait. Voilà. Je vous renvoie d'ailleurs un petit livre qui a été écrit par Martiniquais sur les élections, les campagnes électorales, qui raconte la dimension folklorique, mais parfois aussi... et je ne nomme pas les bandes qui existaient, que ce soit dans le sud ou dans le centre, pour ne pas... surtout dans le centre. Pour ne pas influencer de quelque manière que ce soit la campagne en cours. Mais nous avons moi j'ai assisté d'ailleurs à bon nombre de débats à la télévision, les premiers d'ailleurs sur les grandes chaînes, sur toutes les chaînes. J'ai été surpris parfois, même de la courtoisie, et d'ailleurs, et de la tranquillité, parfois du côté vif, mais enfin, surtout de la tranquillité des débats, et je trouve ça très bien. Alors, on va revenir à la campagne, parce que moi j'ai une petite partie dessus. Revenons sur cette déception. Vous avez fait une petite pirouette sur l'absence de sentiment, on va dire ça. C'est pas une question sentimentale, la politique. Mais ma question, c'était, est-ce que vous ne seriez pas déçu des comportements? Est-ce que vous n'êtes pas devenu un homme, on va dire, de bienveillance, de tempérance, parce que la matière que vous avez travaillée s'est révélée un peu plus, j'allais dire, coriace que ce que vous pouviez imaginer? Vous savez, c'est la deuxième fois que vous me posez cette question. Hein. Vous l'avez déjà posée lors de la précédente. Mais j'ai envie d'avoir une réponse complète. Je serai très, très clair. Je trouve que les choix institutionnels que nous avons faits depuis 1946 nous a amenés dans une situation qui, à mon avis, n'est pas très favorable. Alors, expliquez-vous. Moi, favorable, mais selon quel principe? Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez voir que l'actualité n'est pas si loin. Bon. Moi, je pense que le fait, pour nous, Martiniquais ou Guadeloupéens ou la Réunionnais, d'être dans un système, c'est-à-dire une société distincte dans un système franco-européen, et c'est un choix qui est respectable. Tout à fait respectable, d'abord parce que c'est la démocratie, mais sur le plan des logiques sociales, des mécaniques sociales, ce n'est pas simple. Dites-nous pourquoi. Parce que ça crée toujours des problèmes. Bon, alors, les problèmes, je vais vous renvoyer... Allons les identifier. Alors, justement, je vais vous dire lesquels. L'anthropologie, en particulier, mais la sociologie, est très claire là-dessus. Alors, ça produit une situation d'acculturation contrainte.
Oui. qui nécessairement a des incidences sur le plan des identités des individus. Je croyais qu'on avait réglé ce problème. Moi, je ne crois pas du tout. Ouais. Je ne suis pas de ceux qui pensent ça du tout. Je pense que nous vivons, je trouve les Martiniquais d'ailleurs assez courageux. D'ailleurs, je trouve que nous avons une grande intelligence collective parce que nous jouons avec nos problèmes bien, d'ailleurs, je trouve. Ouais. On en joue bien, on bricole bien. Voilà, on fait du bricolage un peu comme Lévi-Strauss d'ailleurs dit dans l'anthropologie structurelle. On construit des comportements très adaptés aux situations, mais n'empêche que ces situations-là ne nous facilitent pas la vie. Est-ce que vous pourriez nous identifier ces fameux problèmes? Vous dites, on s'en sort bien, on bricole, enfin, nous qu'à débrouiller, c'est ça, oui, c'est l'expression consacrée. Mais quels sont les problèmes avec lesquels nous jouons? Alors, je vais en arriver. Je vais vous étonner parce que je vais vous conduire sur un terrain où sans doute vous ne m'attendez pas. C'est celui du développement. Bon. Ouais. Vous savez, le choix et l'accumulation, la capacité de faire du développement, pas seulement économique, mais culturel, etc., est un processus culturel. C'est-à-dire la capacité de choisir les bonnes méthodes. Or là, je trouve que nous sommes très mauvais. Vous portez ce jugement par rapport à la lecture que vous faites des résultats? Exactement. Ou bien du processus qui a été emprunté? Alors, les résultats, parce que, à mon avis, l'accumulation de nos connaissances en matière de savoir-faire, de savoir et de savoir-être dans le processus de la maîtrise de notre développement, je ne trouve pas qu'on soit bon. On ne s'est pas abouti. Je trouve on n'est pas bon. Nous avons beaucoup de moyens, comparativement à d'autres pays de la Caraïbe, on a beaucoup de moyens et nos résultats ne sont pas à la hauteur, je veux dire, ne sont pas proportionnellement à la hauteur de... Alors, j'insiste là-dessus, et nous avons des gens extrêmement savants. Ouais. Et dit, écoutez, je peux vous dire que j'ai écouté ce qu'on appelle le corpus des propositions de nos 14 élus. Je trouve que d'un certain point de vue, je trouve ça extrêmement savant. Ah oui, il y a des candidats qui nous ont étonnés par l'originalité, l'innovation, le caractère extrêmement sophistiqué de leurs propositions. Alors, vous dites des candidats, je vais vous dire, tous les 14 candidats, je les ai écoutés. Ouais. Les 14. Je trouve ça très savant. Bon. Mais qu'est-ce qui vous dérange alors? Mais c'est d'abord... La mise en œuvre, en fait, derrière, c'est ça? D'abord, ils sont savants dans le catalogue. Oui, mais bon, c'est la loi du genre. Il vaut mieux avoir un catalogue, on appelle ça un programme, mais bon, alors, il faut des idées. Sauf que dans le développement, il y a ce qu'il faut faire, mais aussi la façon de faire. Ouais, le fameux process. Voilà. Autrement dit, par contre, je ne vois pas annoncé, ou très peu, chez un certain nombre de candidats, il y en a. Ouais. Il y en a. Et donc, ne regardons pas seulement les grandes listes, regardons toutes les listes de manière équitable. Bon. Mais qu'est-ce qui vous chagrine? C'est ça sur quoi je veux mettre le doigt. Alors, peut-être que je vais vous aider. Il y en a tellement, à mon avis, que vous avez du mal à les identifier. Allons passer en revue un certain nombre de concepts qui ne sont pas des concepts très heureux. Allons-y. Très objectivement dans cette société. Le premier sur lequel je voudrais mettre le doigt, c'est... on l'a évoqué en antenne très rapidement tout à l'heure, mais on le retrouve de manière à peu près transversale dans toutes les émissions qu'on organise ici, c'est le mot corruption. Et en invitant André Lucrèce, je crois qu'on a fait un petit progrès quand même dans cette quête d'identification des problématiques. Il a parlé, il a dit qu'on va même à la corruption de l'âme. Et donc, au-delà de la corruption classique, macabon l'argent pour faire un bail interdit, et puis, ou bien, ou qu'à détourner l'argent, ou qu'à bon menti pour m'en faire bail la rouler, ça existe. On va plus loin. Est-ce que vous partagez cette analyse? Jusqu'à nouvel ordre, je me souviens d'une émission où j'avais dit que la Martinique était exemplaire dans la Caraïbe.
en raison précisément, dans toute la Caraïbe, que je connais bien, je peux vous parler de la situation de cette Lucie Dominique, d'aujourd'hui de la République dominicaine ou de Porto Rico, de Cuba, je peux vous dire, et attention, je ne mets aucun pays de la Caraïbe hors de la corruption. Tout le monde, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Y compris l'île que vous adorez, Cuba. Je n'adore pas Cuba plus que j'adore Haïti, aussi, que je connais très bien aussi. Mais tous ces pays-là ont un enjeu qui est considérable, celui de la corruption. Bon. Et vous disiez... Et je disais dans le temps que la Martinique, c'était... Bon. Seulement, le problème, c'est que je disais aussi la Guadeloupe. Sauf que je vois que la corruption est à nos portes. En fait, voilà une des formes de déception. Alors, je pensais que nous pouvions résister. Je pensais que nous pouvions résister. Et finalement? Alors, moi, je vois... Il y a eu quelques affaires dont on attend d'ailleurs le dénouement, mais enfin, les faits sont si prégnants. Je trouve que la corruption est à nos rives. Vous avez vu, hein? C'est encore sur la partie sablonneuse. Bon, oui, j'ai bien envie de croire que ça n'a pas encore... Vous êtes gentil. Je suis gentil, mais moi, je préfère faire comment dirais-je, confiance à la justice, c'est elle qui va parler. Mais on entend beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que j'ai le sentiment qu'un de nos enjeux, ce sera très bientôt celui-là. Mais est-ce que ça ne va pas plus loin? Oui. Je reviens sur les propos d'André Lucrèce. Est-ce que ça ne va pas plus loin au-delà des enjeux financiers? Parce que la corruption, c'est essentiellement ça. Il n'y aurait pas une corruption je dirais, des esprits, une espèce de faillite de la pensée, de faillite de la résistance, le bon constat intellectuel. Oui, mais nous sommes pas... Il ne faut pas qu'on se charge quand même trop. Vous savez, la mondialisation, ces deux grands phénomènes, bon, la mondialisation avec son moteur principal qui est le libéralisme capitaliste, il y a un gros moteur, c'est la marchandisation. Nécessairement, donc par voie de conséquence, tous les pays sont en train de marchandiser tout. Donc, par voie de conséquence, tous les pays, y compris le nôtre, nous sommes concernés par ce qu'on peut appeler la valeur vénale donnée à tout, y compris aux individus. Ce qui fait que je ne vais pas en faire... j'ai envie de dire que nous sommes sous cette tension-là, comme les autres. En revanche, là où les choses changent, la démarcation, c'est lorsque nous passons de la suppression des privilèges du clientélisme, où nous passons quasiment, si vous voulez, à des actes répréhensibles sur le plan juridique. Et c'est là où je suis... mes propos sont très précis. J'ai le sentiment que nous y arrivons. Mais voilà. Alors... Vous m'avez entendu? Oui. Voilà. Moi, je pense qu'on y est déjà. Voilà. Alors, comment ça s'illustre? Alors, j'ai relu pas mal de vos textes. J'ai travaillé sur un certain nombre de bouquins qu'on va présenter tout à l'heure. Mais... et j'ai appelé un certain nombre de travailleurs sociaux qui me disent il y a des choses qui ne bougeront jamais. Il y a des difficultés que nous rencontrons et qui ne bougent pas et qui sont probablement liées à cette société, à des défaillances majeures. Alors, je vais vous les citer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'inceste. La corruption des mineurs. Notamment pour des bénéfices financiers ou sexuels. On reste toujours dans le même domaine. L'abandon de la jeunesse, c'est-à-dire que des parents qui considèrent que le travail d'éducation, d'accompagnement, ils sont fatigués, ils n'ont pas la force. Cette idée que nous n'avons pas les moyens, ni techniques, ni intellectuels, ni financiers, d'aller très très loin. Cette espèce de comment dirais-je? Nos futurs. Nos futurs. Le relâchement considérable. La xénophobie. Une espèce de méfiance vis-à-vis de... Vous citiez Lévi-Strauss tout à l'heure. Dans Race et Histoire, on comprend que c'est universel. Mais ici, voilà toute une série de choses.
le départ vers cette espèce de fantasme extérieur. Voilà, ils n'en reviennent pas, quoi. Ils ont l'impression de ne jamais pouvoir s'en sortir. Vous savez, je suis naturellement, et je partage comment dire, les sentiments des travailleurs sociaux, à qui d'ailleurs il faut rendre hommage parce qu'ils sont vraiment au cœur de... c'est eux qui tiennent la société martiniquaise. En partie, ils tiennent beaucoup. Bon. Et ce que je vais vous dire, il faut aussi... Les travailleurs sociaux martiniquais de cette génération actuelle, ils vivent, un peu comme moi d'ailleurs, ils vivent la nostalgie. Parce que nous sommes... Vous savez, notre génération, la nôtre, nous avons encore des parents autour de nous, des gens qui ont 70, 80, qui nous disent comment c'était avant. Lorsque nous-mêmes, nous aussi, nous savons... On est en train de vivre ça, donc avec nostalgie. Mais le monde tel que nous l'avons décrit, que le décrit les travailleurs sociaux, alors moi je suis un peu nostalgique, mais je sais faire la part des choses, parce que je suis d'une lucidité absolument totale. Bon. Je leur dis, le monde qu'ils décrivent, qu'ils vivent, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà. C'est terrifiant, parce que ce que vous dites là, c'est que vous avez décrit pour les jeunes martiniquais, vous allez dans n'importe quel pays, y compris à La Havane, y compris à Cuba, y compris en République dominicaine, y compris à Porto Rico, partout dans le monde, y compris... Et je dis Cuba parce que c'est un pays soi-disant protégé, mais non, c'est pas vrai. Vous allez à la Plaza de Armas, vous voyez des bad boys. Autrement dit, le monde dans lequel nous sommes, et c'est ce monde que décrit les travailleurs sociaux. Seulement, dit, vous connaissez mes points de vue, et comme nous sommes en campagne électorale, et que nous, même si nous devons garder une certaine mesure, une réserve, moi je suis un peu, comment dire, insatisfait du fait que ces problèmes-là, ces problèmes que nous venons de parler, et qui sont liés, et je suis très précis, les sociétés vulnérables comme les nôtres, à partir du moment où nous avons commencé à voir les dégâts de la mondialisation, nous aurions dû intervenir dans les politiques publiques en parallèle de l'école, organiser le temps extrascolaire et pour, n'est-ce pas, prendre en charge des enfants et fortifier l'éducation à la sociabilité. Donc, en fait, prendre le relais des parents. Alors, je serai pas aussi bon, parce que les parents doivent rester les parents, mais j'ai envie de dire appuyer les parents, et quelles que soient les classes sociales d'ailleurs. Et donc. Mais Louis-Félix, les parents en question. Oui. Moi, je regarde les stats. Oui. 60 à 70% de foyers monoparentaux. Donc, déjà, le pluriel, on élimine, c'est la maman. Oui. Et très exceptionnellement, le papa. Bon, la maman. Oui, mais il y a des parents... Elle peut pas tout faire. Ah non, elle ne peut pas tout faire, sauf qu'il y a des parents de foyers, comme vous dites, foyers monoparental, alors, qui sont tout aussi, comment dirais-je, bons parents que les autres, je veux dire. Bon, heureusement, parce que sinon... C'est pour ça que je vous dis que nous aurions dû, de manière, avec une politique publique avisée, originale, spécifique dans le monde, être cette Martinique, qui ont expérimenté ça dans le monde. Et donc, c'est pourquoi je pense que nous pouvons être exemplaires dans le monde. Faire une dimension extrascolaire, j'ai envie de dire, intensive, de manière à prévenir les phénomènes que vous avez signalés tout à l'heure. Le processus que vous décrivez de soutien, de relais, il a existé, non pas sur des problématiques, on va dire, sociales, mais éducatives. Rappelez-vous que dans les années 60-70, des professeurs se sacrifiaient, les années 50, j'ai oublié, se sacrifiaient, n'étaient pas payés, mais se disaient, il faut que mes élèves soient les meilleurs. Et vous avez connu ça. Mais bien sûr, c'est... Mais nous sommes... Écoutez... Vous justifiez, nous sommes les fruits de ça. Oui, tout à fait. Il y a un candidat qui est là, qui s'est dévoué pour nous donner à tous
à Rivière-Pilote des cours de mathématiques. Donc, et bon, M. Marant, qui est décédé l'autre jour, je vais le citer, parce que, pour ne pas citer l'autre, parce qu'il est peut-être parmi les candidats, mais Jean Marant, qui était l'ami de votre père d'ailleurs, Jean Marant, M. Emal, ils se sont à Rivière-Pilote, dans le sud, dévoués pour faire l'école d'après l'école. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que vous suggérez, c'est que ce qu'on a pu faire pour l'éducation, qu'on le fasse pour, plus globalement, le soutien social. Écoutez, si vous m'élisez dimanche, sans que je sois candidat, élisez-moi dimanche, sans que je sois candidat, et vous me donnez les pleins pouvoirs pendant 15 minutes. Et vous mettez ça en place. Je prends une délibération pendant 15 minutes et j'instaure... on va dire l'extrascolaire, quoi, ce que j'appelle l'éducation et la sociabilité. C'est un peu ce qu'Aimé Césaire avait voulu faire ou a fait probablement. Avec la BEP, ils avaient essayé la BEP, tout à fait. Alors il y a d'autres expériences aussi. Oui, le CERMAC, c'est un peu ça. Alors le CERMAC dans cette partie-là, mais il y a il y a quelques expériences en Martinique là-dessus qu'il fallait systématiser parce que à partir du moment où le cyclone de la mondialisation est arrivé, il fallait que qu'on réagisse. Bon, et le problème, c'est que nous n'avons pas réagi. Et les phénomènes dont vous parlez maintenant, auxquels se confrontent les travailleurs sociaux. Moi, j'ai un fils travailleur social. Lorsqu'il me raconte ce qu'il vit, je dis c'est pas possible. Racontez-nous un peu. Mais écoutez, mais donnez-nous des exemples parce que là, on travaille sur des concepts, mais les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, tiennent à écoutez, la prostitution des enfants, de petites filles de 9 ans, de 12 ans, des enfants qui dorment à des petits garçons, des petites filles qui dorment dans la rue parce que leurs parents ne sont pas entrés ou que leurs parents sont alcooliques. Mais écoutez, il y a un service, bon, je peux le citer, le service de l'AMO, c'est son pain quotidien. Ils sont un peu les délégués du juge des enfants. Ils sont dans des... Lorsqu'on me raconte ça, je me dis c'est pas possible, c'est pire que ce que... Moi, j'ai lu un rapport sur la prostitution des mineurs en Martinique, je suis assez sidéré. Donc, nous avons de très sérieux problèmes. Et c'est pourquoi à mon avis, c'est le seul petit point que je me permettrai comment dirais-je, d'insatisfaction que je formulerai. Il faut que nous ayons une intervention de politique publique massive et avec des moyens financiers massifs sur ce domaine-là. Et il faut qu'on soit exemplaire. Il ne faut pas qu'on dise qu'ailleurs, en France, qu'on ne fait pas ça ou je sais pas. Ça, c'est pas notre problème. Nous devons expérimenter quelque chose de martiniquais. Mais vous disiez tout à l'heure que le contenu des programmes des candidats était sophistiqué. Vous avez employé le mot savant. Ah oui. Mais ça, c'est pas du tout dedans. Hein. Oui, mais ils l'ont oublié, ça. Écoutez, il y en a un ou deux qui ont dit des choses là-dessus. Mais je n'empêche, parce que je veux dire aux Martiniquais que, néanmoins, contrairement à ce qu'ils pensent, que nous avons les 14 listes, vous savez, ça fait 800 personnes. Hein? Ouais. 800 personnes. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, moi, pas qu'à comprendre comment il y a 1000 personnes qui ne pas un mec mais écoutez, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait positiver ça. Ouais. Comment pouvez-vous comprendre comment dirais-je, que 800 personnes, et moi j'ai essayé de comprendre ça. J'ai essayé de comprendre. Je ne suis pas parti du schéma courant, je suis parti de quelques données statistiques que vous publiez. Merci beaucoup. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y a autant d'associations en Martinique, pourquoi nous avons un phénomène social en Martinique qui est très important, c'est celui du nombre d'associations et du nombre de bénévoles qui sont engagés bénévolement. Tout à fait. Et là, j'ai compris quelque chose que j'ai compris depuis assez longtemps, qu'il y a là un phénomène anthropologique qui est positif pour notre société. Tout à fait. Et moi, j'ai fait une corrélation. Je me suis dit que s'il y a des gens qui veulent s'engager sur le plan du sport, de la culture, etc., eh bien, il y a aussi des gens qui, dans l'action publique, il y a 800 personnes, parce que faut pas quand même qu'on soit trop sévère. Je trouve qu'on est un peu sévère. Ces 800 personnes, il y en a qui savent très bien qu'ils ne seront pas élus.
Mais ils y vont quand même. Ils y vont quand même. Ouais. Et moi qui ai déjà fait une campagne électorale, ben, moi j'ai envie de leur dire, écoutez, chapeau. Vous savez que vous ne serez pas élu, vous faites une campagne. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là de l'ordre du positif. Ouais. Et j'ai relié ça, si vous le permettez, j'ai relié ça à ce que disait Edgar Bourret dans son... et que moi aussi, sur lequel je réfléchis beaucoup, sur l'inventivité martiniquaise. Oui, tout à fait. Nous avons une inventivité. Et peut-être que là, c'est une inventivité. Au même titre que nous avons des musiciens qui sont très bons, nous avons des sportifs qui sont très forts, nous avons des journalistes qui sont très bons, ben, nous avons aussi des citoyens qui ont quand même un sens du service public, un sens du bien commun qui est important. Et j'ai trouvé que ces 800 personnes sont... et donc, j'aurais été à la place des Martiniquais, j'aurais été voté dimanche. Cette émission va être diffusée après le vote, mais elle est en direct déjà sur Facebook, donc je pense vous pouvez passer le message. 14-10, il y a le choix quand même. Ah ben oui. Voilà. Alors, allons rentrer dans ce portrait que nous sommes en train de faire de la société martiniquaise. Oui. Prenons une autre fenêtre, ouvrons une autre fenêtre. Cette fameuse jeunesse armée. Vous n'avez pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme en disant, très tôt, je me souviens, il y a plus de 20 ans, vous disiez, attention, contrairement aux autorités qui disaient, mais non, les armes de guerre, mais vous fantasmez, monsieur Marajo. Je me souviens, hein, il y avait un préfet qui m'avait dit, mais non, vous fantasmez. Quand je lui avais dit que j'avais vu des AK-47 dans le coffre d'une voiture, il m'avait dit, mais non, ça n'existe pas. Vous dites, attention, là, il y a un risque majeur, mais ce risque, au-delà de la partie, on va dire, faits divers, etc., c'est carrément une autre société qui est en train de se constituer. Parce que j'imagine qu'un gosse, 16-17 ans, qui a dans la main une arme aussi sophistiquée qu'un Mac 10, avec des chargeurs de 30 balles, il va avoir 30 ans, 40 ans un jour. Et il s'est forgé avec ça. Alors, quelle société ça nous prépare? Mais écoutez, c'est une société... Dont nous voyons déjà les prémices. Hein. On n'a pas besoin d'être sociologue, d'ailleurs. Oui, mais bon, allons faire une espèce de projection. Nous allons vers une société, nous allons dire, si j'ose utiliser ce terme, dual, quoi. Nous aurons une autre société qui serait une société du cachet, de la violence retenue et de la violence qui éclate de temps en temps le week-end. Une société dans laquelle c'est la dissuasion quasi militaire qui permet de garder le calme, parce qu'entre tout le monde se sait armé. Parce que je pense que c'est déjà ça. Hein. Oui, alors vous avez raison. Je pense que c'est déjà ça. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette réflexion, mais moi je me suis fait la réflexion suivante. Des gens qui ont des armes aussi mortelles. Oui. Parce qu'une AK-47, quand on appuie en automatique, ça massacre. Tout à fait. C'est une arme de guerre. Elle est faite pour ça. Ben, finalement, ils s'en servent pas tant que ça. Mais il y a une espèce de paix des braves. On appelle ça l'équilibre de la terreur. C'est l'équilibre de la terreur et donc la main dans la poche avec ce qui fait que ce monde-là tient et donc et à l'intérieur de ce monde super armé se fait les trafics. Alors j'espère que vous avez réfléchi comme moi-même. Je sais que vous l'avez fait. Sur un cas, donc naturellement on ne va pas en dire trop parce qu'il y a une instruction judiciaire là-dessus, de quelqu'un qu'on a donc arrêté au large des côtes, un petit bateau comme ça, avec une tonne et des armes. Ouais. Vous avez imaginé combien il doit en avoir comme ça? Voilà, vous avez donc cette facilité, c'est terrible. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais avec une telle facilité, donc ce qui veut dire qu'en interne, une partie reste, mais l'omniprésence quand même de la police fait que cette société super armée, elle reste tranquille. Mais les armes à la main, une sorte de paix des braves, mais enfin... Mais quand la société... C'est une façon de parler, la paix des braves. Hein. C'est la paix des guerriers, quoi. Hein. Plutôt. Bon, c'est plutôt ça. Hein. Bon. Mais ces jeunes gens, parce que bon, ils n'ont pas 50 ans. D'ailleurs, on se demande ce qu'ils deviennent. Quand ils ont 50 ou 60 ans, on se demande ce qu'ils deviennent, parce que ça n'a pas commencé hier, cette histoire. Hein.
cette société-là, quand elle va rencontrer, ou quand elle rencontre la société traditionnelle, Oui. il y a des gens ici qui doivent découvrir que probablement que ça existe. Ils ne sont pas très nombreux, hein. Je pense que la plupart des Martiniquais savent que ça existe. Mais quand on rentre dans le détail et qu'on s'aperçoit qu'au pied des immeubles, il y a des grands-mères qui gardent la drogue, qui font office de stock, en fait, Vous voulez dire le gestionnaire de stock? Le gestionnaire de stock. Quand on découvre qu'il y a des fonctionnaires qui se révèlent être là aussi des dealers, enfin, on parlait de corruption tout à l'heure, quand cette société-là va toucher ou touche la société traditionnelle, ça nous mène à quoi? Ben, écoutez, ça nous mène déjà enfin, à des ramifications de pourrissement très sérieux. Hein. C'est sûr que les travailleurs sociaux voient tous les jours. Hein, ouais. Parce que, vous savez, il y a cet univers qui est un univers super armé, de trafic de drogue, etc. Mais aux alentours, vous avez des familles entières qui tiennent debout, qui sont des dealers et puis qui maltraitent des enfants. Vous avez des ramifications, ce qui fait que globalement, sans exagérer pour autant, parce qu'il faut faire la différence aussi entre l'urbanité et puis enfin, la ruralité relative de nos campagnes, ça ne va pas partout quand même, mais néanmoins, notre société est quand même déjà ramifiée beaucoup par la corruption. C'est pourquoi je pense qu'un des problèmes que nous aurons très bientôt, de manière plus massive que maintenant, ce sera la corruption, on va dire déclarée. Vous rappelez qu'il y a quelques minutes, vous m'avez dit qu'elle est sur la plage. Hein. Mais là, à mon avis, elle est déjà dans les cités. Voilà. Vous seriez allé jusqu'à utiliser le mot de gangrène, comme certains l'ont déjà fait? Non, quand même pas, non. Vous savez, nous avons encore, on va dire, mais encore, hein, mais vraiment le mot encore avec des guillemets, quoi. Hein. Bon. Vous m'avez compris, hein, nous avons encore des survivances, voilà. Ouais. On va envoyer ce terme-là. Nous avons des survivances des processus traditionnels de cohésion familiale, quoi, qui tiennent toujours. Ouais. Voilà. Ça tient. Bon. Et puis, un peu aussi dans les campagnes, ça tient. Voilà. Ça tient toujours. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous pensez, allons parler de ces processus de contrôle, c'est bien ça, et les survivances. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, là, on ouvre une autre fenêtre. Excusez-moi, je voudrais ajouter sur le problème du processus de maintien de la cohésion, etc. Le rôle des associations. Voilà, j'allais vous en parler. Le rôle des associations. Écoutez-moi bien, des rôles des associations sportives. Oui. Et les petites associations qui font du foot, du handball, etc. Toutes ces y compris religieuses, hein. Voilà, religieuses. Oui, vous me devancez. Y compris religieuses. Vous me devancez. Bon, quel que soit ce qu'on pense de la religion. Mais allons-y, parce que la fenêtre que je voulais ouvrir, c'est le poids que moi je considère comme massif de la religion dans notre société. Mais elle fait. Écoutez, moi j'ai vu. J'ai un prêtre d'ailleurs pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, alors que bon, je ne suis pas pratiquant de quoi que ce soit, mais pour moi j'ai rarement vu un aussi bon éducateur, un aussi bon sociologue que ce prêtre dont je n'oublierai pas, donc il était à Rivière-Pilote, extraordinaire d'ailleurs. Les gens de Rivière-Pilote, j'étais à ce moment-là élu, mais il n'avait plus de pouvoir que nous. Hein. Il était, comment dire, il avait réussi à faire Alors moi j'ai été à la messe, voir tout ça, hein. J'ai été vraiment... Et j'avais un plaisir d'ailleurs à la messe pour représenter la municipalité. Et il avait réussi à faire des messes avec la participation des quartiers. D'accord. Et chaque quartier avait ses emblèmes, sa couleur, etc. C'était extraordinaire. J'avais trouvé ça. Et alors, la commune était tenue. Ouais. Bon, cette commune était tenue, et puis avait une activité, mais ce n'était pas une religion de l'enfermement, de la baba, hein, c'était pas ça du tout. C'était une pratique religieuse quand même où ça réfléchissait, lui-même avait des sermons qui étaient très ouverts, je trouvais ça très promotionnel pour les individus. C'était pas bon. Donc, je veux dire que ce type quel que soit ce qu'on peut penser, même si on est athée, il n'empêche que très objectivement, il y a des pratiques religieuses qui tiennent toujours les populations. Ouais. Et ceci en Martinique, comme dans toute la Caraïbe. Hein. J'insiste, toute la Caraïbe. Peut-être que dans certaines îles de la Caraïbe, les religions sont les derniers remparts. Ici, c'est peut-être pas encore le dernier rempart, mais le jugement plutôt favorable que vous portez sur la religion
D'autres sont plus sévères en disant que, parallèlement à cette espèce d'appauvrissement intellectuel que connaît la Martinique, sur leur point de vue, il y a un phénomène de sectaire qui est en train de monter. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais ils le mettent en parallèle. Ils le mettent en parallèle, mais ils ont bon, c'est du sens commun. Bon, je peux comprendre, mais c'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est une menace? Alors, j'ai envie de dire que c'est une dérive du phénomène dont nous avons parlé. La religion devenant une planche de salut évidente pour beaucoup, une planche de salut aussi, est dit aussi au plan psychologique, parce que pendant que nous disons tout ça, ces familles dont nous parlons qui partent à la dérive. N'oublions pas aussi qu'elles ne partent pas à la dérive et je vais utiliser un terme que j'aime pas du tout utiliser, mais sans souffrance personnelle, sans détresse. C'est-à-dire, elles souffrent psychologiquement de ça. Autrement dit, elles cherchent parfois, dans ces épreuves, dans ces expériences d'épreuves, elles cherchent à s'en sortir. Eh bien, souvent, la religion est une planche de salut. Alors, là où il y a un danger, et les tenants de cette philosophie-là, en tout cas de ce discours-là, disent, certaines églises en profitent. Alors, c'est un point de vue que je partage, oui. Ouais. Je vous dis, je fais souvent cette observation, ce que je vois dans certaines îles de la Caraïbe préfigure de ça. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de religions dans la Caraïbe, dont je nommais pas, qui sont quasiment des religions qui sont sectarisées déjà, quoi. Non seulement sectarisées, mais probablement affairistes. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il faut payer. Il faut payer, etc. Donc, donc vous voyez, là, c'est pas une situation qui est très optimiste. Et dans cette campagne, je n'ai pas senti cette urgence. Ouais. Voilà. Et oui, dans le discours, alors on fait l'aller-retour systématiquement avec la campagne. On est bien d'accord, tous les deux, que vous n'avez pas senti de signal d'alarme. Non, j'ai pas senti. J'ai pas perçu. Alors. Ouais. Bon, ce ne sont pas les listes que nous avons le plus entendues. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'incident, je ne sais pas. En tout cas, il y a des listes que je voulais entendre un peu plus pour ma gouverne personnelle que je n'ai pas entendu suffisamment. Mais j'ai lu des textes, où actuellement, il y a un prisme idéologique, c'est un peu normal, où ce problème est posé. Alors, il y a un autre problème qui n'est pas loin, que je trouve aussi qui est minimisé, qui est un problème. Alors, celui du départ des jeunes, ça a été traité. Tout à fait. Bon, avec des solutions discutables, mais enfin, peu importe. Ça a été traité par les 14 listes, je trouve. Je trouve que les candidats, ils ont vu partiellement, ou bien aux 3/4, le problème. Bon. Par contre, il y a un autre problème qui est énoncé dans les 14 listes, mais pas traité à la hauteur des enjeux, en particulier financiers, c'est le problème du vieillissement. Oui, tout à fait. Alors, allons l'aborder. Il était dans ma petite liste. Oui. Ça change la donne. Ça change la donne à la fois parce que c'est probablement le signe d'un affaiblissement, démographique. Tout à fait. Parce que l'augmentation considérable du nombre de personnes de plus de 70 ans n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le développement économique. Ça, c'est une vision. Mais il y a aussi une autre vision de gens qui disent, mais au contraire, ça peut être quelque chose de fantastique si nous devenons les spécialistes de la silver economy, donc pour ceux qui nous écoutent, de l'économie du vieillissement, de l'argent, des cheveux argentés, par exemple en faisant de la Martinique, comme certaines îles, la terre bénie, comme la Floride par exemple, qui vise les retraités, etc. C'est une vieille idée. Ça fait très longtemps qu'on dit que, par exemple, que nous pourrions avoir un tourisme dans ce cadre-là. Mais enfin, personnellement, j'y crois pas. Bon, je vous signale que ce n'est pas sans dégâts. Les Allemands font beaucoup ça avec l'Europe de l'Est. Ils envoient leurs personnes âgées à l'extérieur. Bon, mais enfin, je n'y crois pas. C'est-à-dire on pourrait imaginer que les Français de l'Hexagone viennent au soleil ici. Bon, mais jusqu'à présent, il n'y a pas
en dépit, nous avons des places vides, hein, je vous signale, en EHPAD, hein, on a, dans certaines maisons de retraite, on a des places vides. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas de... Alors, évacuons cette vision idyllique du tourisme Silver. Parlons de l'impact sur la société martiniquaise. Voilà. C'est un impact. Alors, tout d'abord, premier point, nous avons... Alors, comme je vous dis, je connais bien la Caraïbe, y compris celle qui est moderne. Je vais mettre à part Cuba, qui a une approche un peu particulière, qui n'est pas inintéressante, mais elle est très particulière. Nous avons des ressources humaines, techniques, de bon niveau, déjà. Voilà. Pour pouvoir définir une politique en matière de vieillissement en Martinique. On a des médecins qui s'y connaissent, on a des travailleurs sociaux qui s'y connaissent, on a des associations qui ont déjà un background, on va dire, compétences techniques et ressources. Plus des investissements financiers qui sont loin d'être négligeables. Hein. Quelques-uns. En revanche, ma crainte, c'est que ça va monter en puissance. Ce problème de vieillissement va monter en puissance avec des incidences collatérales assez considérables. Et là, je ne vois pas encore... Quand vous dites des incidences collatérales, vous pensez à quoi? Eh bien, écoutez, sur les aidants, sur les familles, etc. Et puis, fatalement, sur le budget. Sur le budget. Parce que la fameuse APA, l'aide à l'autonomie, là, ça va exploser. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut doubler. Je ne suis pas sûr que... Peut-être qu'il faut augmenter, puis parce que ça va doubler aussi, enfin, ça va augmenter en volume, comment dirais-je, et assez considérablement, hein, tout ça. Hein. Donc, excusez-moi, sur la ressource, je voulais dire un point important, une ressource importante. Nous avons des sociétés de HLM où il y a de la ressource intellectuelle sur ce problème-là. Oui. Je peux vous dire qu'il y a des sociétés HLM qui réfléchissent sur comment dirais-je, faire une inflexion de leur politique d'habitants pour répondre aux besoins. Bon. Alors ça se manifeste comment? Ils sont prêts. Ils sont prêts à créer des résidences ou de mettre des quotas de logement avec une... Seulement... De toute façon, eux, ils n'ont pas le choix parce qu'ils assistent au vieillissement naturel de leurs usagers, leurs résidents. Vous êtes sévère, c'est vrai, mais ils auraient pu ne pas penser à ça. Oui, mais bon, voilà. Quand vous avez une mamie qui était jeune, dynamique, qui habite au 7e étage depuis 20 ans, et qu'aujourd'hui, elle a 75 ans, elle aurait peut-être préféré habiter en bas. Donc, il y a déjà ces problématiques. Oui, mais ils auraient pu évacuer ça en disant que l'aide sociale, c'est la CTM et l'État. Hein. Ils auraient pu dire ça. Ils ont donc plusieurs d'entre elles, de ces sociétés d'HLM, ont entamé une réflexion stratégique sur comment, avec des opérateurs spécialistes, comment pouvons-nous construire des alliances, des partenariats pour pouvoir, on va dire, contribuer à une politique de personnes âgées. Alors pour les gens qui nous écoutent, les sociétés HLM, allons les citer en Martinique, c'est SMHLM, Ozanam et Simar. Voilà. Il y a Sem Samar qui fait également quelques logements sociaux, mais on parle précisément de ces trois-là que je connais bien. Alors, on continue notre tour. Vous avez vu que ce n'est pas rien quand même. Hein. On a un background quand même là. C'est essentiel. Voilà. Contrairement à la problématique qu'on a abordée il y a quelques minutes sur la jeunesse, là on est peut-être mieux structuré. Alors parlons de quelque chose qui touche à la société, c'est l'immigration en Martinique. Alors je sais que ça c'est le sujet tabou par excellence. Pas pour moi. Ah ben félicitations. Donc on est deux à en parler de manière régulière, de manière positive bien évidemment. Mais moi j'ai été confronté par un article de France Antilles après une enquête aux prêcheurs. Et les journalistes qui ont fait cette enquête et les témoins qu'ils ont pu interroger disent « Nous, on estime qu'il y a environ 200 personnes qui arrivent en Martinique aux prêcheurs. » Alors moi, j'ai fait un petit calcul, 200 x 12, 200 personnes par mois, pas par jour, comme certains l'ont compris, mais par mois, ça fait quand même près de 24 000 personnes qui débarquent rien qu'aux prêcheurs. Alors moi, ça me réjouit, je le dis très clairement, ça me réjouit parce qu'il y a des gens qui nous tiennent le discours au contraire en disant « Ah ben,
ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est du fantasme. Alors là, au moins, comme dirait l'autre, c'était dans le journal, avec preuve à l'appui. Mais surtout, moi, ça me réjouit parce qu'il y a des gens qui tiennent l'autre discours en disant on perd 3000 personnes par an. Ils ont oublié de compter, ils ont oublié de compter cela. Si vous faites 1 kilomètre ou 800 mètres dans une campagne de la Martinique, et si vous ne rencontrez pas, comment dirais-je, un ressortissant des pays de la Caraïbe, venez me voir et dites-moi. c'est que vous êtes dans votre voiture et que vous avez des lunettes fumées. Voilà. Non, mais ça, par exemple, moi, je le répète, pour moi, c'est une des solutions à l'arrêt on va dire, de la progression des naissances, ok, la natalité en chute libre, très bien. Et puis, peut-être, moi, je ne suis pas d'accord avec, soi-disant, le départ massif de la population. 30 000 personnes en 10 ans, bon, on peut moi, j'en doute. Mais, pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter? À condition qu'on s'en occupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon avis, mais c'est très clair pour moi, c'est qu'il faut qu'on déclenche des politiques publiques sérieuses sur ce domaine-là. Enfin, en direction alors disons les mots, en direction des Haïtiens, des Saint-Luciens, des Dominicains, qui font souche ici et qui vivent dans la clandestinité, qui ont des enfants dans les écoles. Qui sont scolarisés. Qui sont scolarisés. Je vous signale, et la plus grande hypocrisie, c'est qu'ils sont dans tous les établissements médico-sociaux, vous avez des ressortissants, y compris dans ceux de la CTM, parce que c'est la loi. En plus, c'est la loi, c'est que c'est pas la bonne volonté des uns et des autres, c'est la loi qui oblige. Il y a même une politique encore plus forte dans l'Hexagone en faveur des mineurs non accompagnés, les MNA. Donc, il faut qu'on déclenche ici. Alors, je n'invente rien, puisque je voyais votre terme, je suis politiquement correct en disant ça. Mais c'est pour ça que j'allais un tout petit peu vous houspiller. Il y a quand même une hypocrisie fantastique sur ce domaine. Il y a... Alors moi, j'ai pris les 14 là. Oui. Dans aucun programme, il y a ça. Aucun. Mais non, écoutez, il n'y a pas ça. Pourquoi? Ça n'existe pas, apparemment. Écoutez, il faut. Alors, vous avez vu que je suis vraiment l'avocat des 14, parce que c'est la 14 pour moi, c'est la démocratie. Hein. Oui, bon. on est d'accord sur ça. Quand même. On est d'accord sur ça. Et puis, mais bon. et dimanche, il faut que les gens aillent voter. Il y a 14 personnes, donc ça fait des choix quand même. Hein. Bon. En plus, on peut voter pour celui que l'on aime beaucoup, on peut voter pour le moins mauvais, on peut voter pour celui qui est le plus proche. On peut voter blanc. On peut voter. Donc, il faut se déplacer pour aller voter. Sur ça, on est d'accord. Bon. Mais en effet, cette masse, j'ai compté pas moins, je suis arrivé à 1850 propositions. Je me suis arrêté là. Bon. J'ai essayé de trouver celles qui étaient distinctes, parce que parfois elles se retrouvent. Oui, il y a beaucoup de doublons. Bon, mais il y en a qui sont... Il y a peu de listes, et souvent on les trouve ça chez les petits, il y a peu de listes qui sont vraiment dans la distinction, des choses très originales. Bon, naturellement, je ne vais pas les citer, parce que on doit être neutre. Pour n'en avantager aucun. Voilà, pour n'avantager aucun, mais tout le monde gagnerait à lire tout. Voilà, surtout qu'il y a les... Mais les gens ont reçu. Hein. Voilà, il faut que les gens lisent ça, parce que ce n'est pas inintéressant. Bon, c'est un peu trop savant. Je vais répondre à votre question, entre parenthèses. J'espère que les candidats, de temps en temps, ils se posent la question, est-ce que ceux qui sont en face d'eux, c'est-à-dire les électeurs, comprennent tout ce qu'ils disent? Je pense qu'ils ne se posent même pas la question. Non, écoutez, j'ai entendu certains candidats, et moi je suis un peu spécialiste, je suis dedans tous les jours, je monte des projets pour des collectivités, parfois il a fallu que je m'accroche. Hein. Donc je pense qu'il y en a qui auraient pu se poser la question, est-ce que ceux qui sont en face... voilà. C'est tellement savant que j'ai l'impression que c'est parfois supersonique, quoi. Ils se font plaisir, bon, ils se font plaisir. Certains se font plaisir. Je sais peut-être qu'il y a... Je ne suis pas sûr, Eddie, que je pense qu'il y en a qui sont... par exemple... Vous pensez qu'il y en a qui sont déconnectés? Ah oui, je pense. Il y en a qui confondent, par exemple, politique publique et politique de développement. Qui pensent, par exemple, que le développement de la Martinique est seulement dans les textes qu'on reçoit. Même dans une région de France, personne ne dit ça. Bon. Et ici, il y en a qui pensent
qu'il suffit d'appliquer les dispositions de politique publique pour faire le pays... Mais vous savez qu'il y a beaucoup parmi eux qui considèrent que le développement est l'objet essentiel de la CTM et que même, plus loin, le développement au sens général du terme est le fait des politiques. Oui. Alors que quand on regarde la répartition des investissements, c'est quand même les investissements privés qui dominent très largement le montant. Et puis surtout, alors si vous voulez que je vous donne aussi un point où il y a un déficit considérable, il y a beaucoup qui oublient qu'ils ont aussi une obligation à savoir un certain nombre de choses s'agissant des politiques publiques de l'État. Ouais. Parce que... Oui, ils confondent. Ils confondent. Ouais. Parce qu'il y a 450, j'ai compté, il y a 450 représentations à assumer. Plus de la moitié de ces représentations, c'est dans des instances. Autrement dit, il va falloir aussi connaître cela. Ouais. Bon. Alors revenons à l'immigration. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, que je souhaite vous poser plutôt, c'est quel impact ça peut avoir sur la société martiniquaise, sur l'équilibre de la société martiniquaise, en sachant que finalement, et là je vais faire beaucoup de peine à tous les amis de Marine Le Pen et compagnie, nous sommes une société qui a été bâtie sur de l'immigration. Bien sûr. Pas né en dehors des Caraïbes qui ont été massacrés, et il n'en existe plus. En tout cas, en Martinique, il y a des descendants de Caraïbes, ça c'est clair. Mais les premiers peuples, ce qu'on appelle les peuples premiers, ont disparu sur notre île. Tous les autres sont arrivés, de gré ou de force, en tout cas le plus souvent de force, sous forme d'immigration. Écoutez, alors, quel impact ça peut avoir sur la société? Je ne peux pas, je n'ai rien inventé parce que tout ça c'est bien connu, il y aura des tensions. Des tensions? Ah oui, je peux vous donner un exemple. Oui, allons-y. Un dimanche après-midi, j'ouvre ma radio, j'ai été effaré d'entendre un ami à moi d'ailleurs et faire une déclaration à l'encontre d'une communauté de caribéenne qui se trouve en Martinique pour les accuser, à tort ou à raison, peu importe. Ouais. Mais enfin, pour moi le problème n'est pas là, pour les accuser de faire de l'agriculture malpropre, avec pesticides et d'empoisonner les Martiniquais. Je me suis dit, mais celui qui fait ça, il ne sait pas quelle est la... Peut-être que le problème existe, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, j'ai envie de dire. Parce que ce que nous devons savoir, si nous sommes intelligents, c'est que nous aurons là un nœud de tension pour lequel il va falloir que nous gardions notre sang-froid et que nous résolvions. Je vous signale que la Guyane ne réussit pas trop mal, ce problème-là. Ouais. Mais les Haïtiens, les autres font leur place, ils construisent, les petits Haïtiens vont à l'université. Enfin, j'ai envie de dire qu'il nous faut garder notre sang-froid, là comme ailleurs. Ouais. Nous aurons ce problème. Et si nous sommes un peuple majeur, intelligent, je ne doute pas qu'on soit intelligent, on a une intelligence collective, il faut que nous puissions aborder ce problème-là. Alors, ça se fait déjà dans les écoles. Ouais. Les enseignants reçoivent, ou d'ailleurs les travailleurs sociaux, dans certains établissements de soins et d'accompagnement, ils reçoivent déjà des petits dominicains, et des petits haïtiens, etc. À un niveau individuel et micro, ça se fait déjà. Et ce sont ces expériences-là que nous devons analyser, et puis on doit s'en accaparer pour pouvoir dire au peuple martiniquais, ce problème-là, c'est un problème de notre siècle. Ouais. C'est un problème de notre siècle, comme on en a d'autres. Hein. Bon, par exemple, notre immigration qui s'en va. Ah ben oui, eux, ils sont des immigrés de l'autre côté. Voilà, ils seront des immigrés de l'autre côté. Alors, j'ai bien noté en appelant un certain nombre d'enseignants, que ce que nous devons constater, c'est que souvent, les enfants de cette immigration sont parmi les plus, j'allais dire, les plus brillants des écoles. Comme en Guyane, les Guyanais ont vu la même chose. C'est dingue ça. Hein? Oui, oui. Parce qu'ils s'accrochent. Enfin, non seulement ils s'accrochent, mais ils ont l'expérience. Ils ont vu ce que c'était. Vous savez que beaucoup d'enfants de Bibidom étaient des enfants, enfin beaucoup d'enfants de parents venus en France dans Bibidom étaient brillants en France. Ouais. Dans les grandes villes. Cette espèce de complexe lié une sorte de surcompensation identitaire qui fait qu'on déclenche des processus d'acquisition de compétences pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, les difficultés qu'on vit. Mais est-ce que ça ne va pas rendre meilleure la société martiniquaise?
Écoutez, la seule chose que la sociologie ne peut pas faire, ce sont des prédictions. Non, mais bon, quand vous constatez une association de phénomènes, des interconnexions avec ces phénomènes, vous pouvez quand même nous dire, d'ailleurs vous nous l'avez dit, vous avez dit, je pense que ça va amener à des tensions. Oui. Et là, vous voyez quoi? Moi, je vois... Dans votre boule de cristal de ce Non, pas du tout. Précisément, en plus, je ne veux pas du tout être prétentieux, bon, c'est pas dans ma nature, mais ce que je vois, d'abord, c'est tension, mais je vois aussi... je vois. Vous voyez. C'est-à-dire ce que je sais, c'est notre capacité d'intelligence collective. Nous avons souvent pu résoudre un certain nombre de problèmes dans le passé. Je pense que celui-là, on va le problème, vous allez retrouver celui que je suis. Le problème, c'est que la Martinique reste la plus martiniquaise que possible. C'est ça le problème. Et ça, c'est ça l'objectif, en fait? Non, ça c'est mon point de vue. Votre point de vue? Mon point de vue, c'est oui, alors la plus antillaise que possible. Ouais. Bon. Et que, quels que soient les gens qui, même s'ils sont blancs venant d'Europe ou d'ailleurs, asiatiques, peu importe, que tous ceux qui viennent ici nous permettent d'être le plus antillais que possible. Quelle que soit la race. En fait, vous êtes j'allais dire, un prosélyte en matière d'intégration. Ah oui, moi je suis profondément, c'est pas un mot, hein, je suis profondément humaniste et de manière radicale, j'ai envie de dire. Hein, bon, pas question d'accepter le communautarisme. Ah, non, je pense que c'est une... ça dépend comment on peut dire, parce qu'il y a des communautés, si elles arrivent à vivre bien ensemble. Je connais dans la Caraïbe des communautés qui vivent parfaitement. Hein, c'est le communautarisme est conflictuel, voilà. C'est ça qui n'est pas bon. Mais il y a des pays, entre parenthèses, en Europe, qui vivent le communautarisme, leur communauté, excusez-moi, mieux que la France. Hein. La France n'est pas un modèle du genre. Vous savez, là, les Français, par contre, sur ce problème, peut-être qu'ils ont tout faux. Hein. Bon, parce qu'il y a d'autres pays d'Europe qui vivent ça très bien. Hein. Là, très bien, mieux que ça, quoi. Mais dans la Caraïbe aussi, vous avez des pays de la Caraïbe qui vivent, mais toujours, il faut être lucide, il y aura toujours des tensions. Et ce qu'il ne faut pas, qu'il faut éviter, c'est le déni. Oui, ou l'évitement. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Vous avez vu que les enseignants sont déjà dedans. Les travailleurs sociaux sont déjà dedans tous les jours. Bien sûr. À Fort-de-France, il y a certaines écoles où les enseignants sont trilingues. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a une école, excusez-moi, mais vous qui parliez d'hypocrisie tout à l'heure, mais il y a une école au Terre-Saint-Ville qui est dédiée à ça. Bien sûr. C'est l'école à laquelle je faisais allusion. Donc, au moins, nous, on en a parlé. Vous vivez à la campagne. Oui. Est-ce qu'il existe toujours dans la société martiniquaise cette espèce de dichotomie, j'allais dire, séculaire entre les gens de la ville et les gens de la campagne? Est-ce que c'est toujours aussi simple? Non. C'est fini? Non, parce que beaucoup de gens, vous savez que les bourgs, il y a eu une telle interpénétration interpénétration plutôt, entre les bourgs et les campagnes, que maintenant, je prends le bourg de Rivière-Pilote, il est complètement dévidé, et les gens habitent dans les campagnes. Autrement dit, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et est-ce que, ça c'est sur le plan, on va dire, spatial et démographique, mais est-ce que sur la mentalité, il y a encore de vraies différences? Je ne crois pas. Par contre, je crois qu'il existe toujours une survivance. Je ne sais pas pour déplacer le problème que je vous dis ça, parce que il y a une survivance d'une certaine petite différence entre la mentalité des gens de commune et celle de Fort-de-France. D'accord. Au-delà du rural urbain, là, c'est commune, Fort-de-France. Et elle se situe où, cette différence? Parce que, originellement, les gens de Fort-de-France, c'est des gens de commune. Oui. Une grande majorité d'entre eux, Césaire a accueilli des gens de commune. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça se situe où, cette différence? Alors, peut-être que le cas de la Martinique, je ne connais pas bien la Guadeloupe, mais comment dirais-je, vous savez, continue d'influer beaucoup la Martinique, comment dirais-je, les différences socio-ethniques d'avant.
pense qu'il y a ce problème de mulâtre joue beaucoup. Toujours. Bon, alors vous me tendez la perche. Toujours. Alors. Ne la prenez pas parce que celle-là, elle est très périleuse. Très périleuse. Bon. Non, mais allez-y. Non, mais moi je vais dessus parce que ça fait partie de ma liste. Oui. Césaire disait, alors je vais essayer de retrouver la citation précise, hein, mais je vais la retrouver, je l'ai là à côté. Il disait, bon, moi je caricature, je me suis barré parce qu'une société où coexistait une hiérarchie sociale, une hiérarchie raciale, ça me gavait, je me suis barré avec bonheur. Est-ce que cette double hiérarchie sociale et raciale, alors je vais être plus clair, hein, parce que on est dans politiquement incorrect. Oui. Sociale, les gens qui ont de la peau claire sont riches, les gens qui ont la peau noire sont pauvres. Raciale, les gens en haut d'échelle sociale sont à la peau claire et les gens à la peau noire sont en bas. Césaire dénonçait ça, et d'ailleurs ça a été l'un de ses combats majeurs, parce que la notion de fierté d'être noir, c'était quand même essentiel pour nous. Bon, est-ce que ça existe encore? Excusez-moi, juste pour vous dire que les confidences que j'ai eues d'un ami intime de Frantz Fanon, que j'ai eu comme je vous parle, qui était celui qui a reçu Frantz Fanon en internat à Saint-Alban, près de Toulouse, c'est-à-dire le professeur François Tosquelles, que j'ai eu, qui a été mon maître de stage avec lequel j'ai eu le bonheur de parler pendant 2 heures, et il m'a parlé de Frantz, qui était son fils. Pour lui, il me disait, Frantz, mon fils. Bon. Frantz Fanon aussi a un peu souffert de ça. Ouais. Et il a dit. Une des raisons mais lui, sa vision, là, excusez-moi de vous interrompre, mais Fanon n'a pas du tout la même vision que Césaire. Hein. Non, mais sauf qu'il a aussi mal supporté. Tout à fait. Il supportait. Ouais. Bon, alors, votre question, ce schéma-là existe encore. Ces schémas de pensée et d'agir existent toujours. Et ça, vous considérez ça comme une tare ou vous avez une vision plus neutre? Ah non, je considère que c'est un handicap pour une société. Ouais. Oui. Mais nous aurons beaucoup de mal à nous en sortir, mais on va... Mais vous savez, Monsieur Barajo, ce qui est terrifiant dans l'humain, c'est que ces choses-là, ces choses qui sont intrinsèquement humaines, il ne faut pas croire que ça délaisse l'homme et la conscience de l'homme par simple baguette magique. Hein. Vous savez que ceux dont nous parlons, dans la Caraïbe, dans les pays indépendants, je ne veux pas en citer. Mais ça existe. Mais non, mais c'est pas que ça existe, ça super existe, vous voulez dire. C'est parfois pire. Alors, allons les citer. Enfin, moi, l'expérience que j'ai eue... Écoutez, nous aurons des problèmes avec les ambassades. Pas possible. Moi, j'ai eu ces problématiques. En tout cas, j'ai vu ces problématiques, notamment parce que j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque des dossiers pays sur Sainte-Lucie, sur Barbade, sur Trinidad. Oui. C'est des pays Absolument. où cette double hélice raciale et sociale existe, avec parfois beaucoup plus d'ampleur qu'ici. Bien sûr. Donc, cette forme d'apartheid, par exemple, moi j'ai été dans des endroits où je probablement à cause de ma couleur, je rentrais, et mes amis qui étaient noirs, eux, ne rentraient pas. Bien sûr. Alors j'ai connu ça en Martinique aussi, il faut pas... Ça par contre, j'ai jamais... moi j'ai connu en Martinique. Et évidemment, vous imaginez bien que ça n'a pas fonctionné du tout. Mais ça, en quoi vous dites que c'est une menace pour la société? Attendez, je reviens à... Je ferai l'hypothèse, paradoxale, bien que je dise que c'est un handicap, je ferai l'hypothèse que c'est peut-être qu'en Martinique que c'est le moins sévère. Pour quelle raison? Je ne sais pas, je pense que vu notre histoire, nous sommes un peu assez ouverts, très ouverts sur tout ça, et puis on a eu Césaire quand même, hein. Césaire c'est pas rien, hein. On a eu Fanon, ce sont des gens qui ont parlé, on a eu Glissant, on a quand même... On ne le mesure pas, mais pour la population, même s'ils ne savent pas trop, peut-être qu'ils n'ont jamais lu Césaire, ni Glissant, ni Fanon, mais ils savent que ce sont des gens qui ont eu des esprits, des consciences ouvertes. L'ouverture à l'autre, vous pensez que c'est une de nos qualités? D'ailleurs, des amis guadeloupéens me le disent. Et des amis, moi j'ai des amis cubains qui sont venus en Martinique, ils me l'ont dit. Des amis dominicains en particulier, il y a un professeur qui m'a dit, mais je suis très étonné de voir comment
vous êtes mélangés racialement et ça ne se voit pas. Je ne lui ai pas dit que ça existe. Mais donc, en fait, il faut retenir quand même à notre crédit que c'est relativement régulé. Alors, comment ce jugement qui est plutôt favorable, bien sûr. Comment vous jugez la montée d'un certain nombre de philosophies, on va dire, ouvertement racistes, dans un certain nombre d'écrits, dans un certain nombre de propos, alors des deux côtés d'ailleurs. On a vu il y a quelques années pureté de la race, chez une communauté, notamment la communauté béké, un individu qui a dérapé, on va dire ça comme ça, et puis de l'autre côté, la montée du noirisme. Comment, dans une société dont vous venez de rappeler l'hétérogénéité, on va dire raciale, qu'est-ce que ça peut laisser entendre? Il nous faut jamais oublier. C'est fondamental parce que nous l'oublions, parce que nous sommes dans une île concentrée, surchargée d'informations, de communication. Nous avons tendance à oublier le monde et la mondialisation et les grands mouvements dans le monde. Bon. Ces grands mouvements, avec au centre, ça va faire plaisir à certains de mes amis lorsque je dis ça, parce qu'ils me reprochent de ne pas le dire assez souvent, avec en son centre, au centre de cette mondialisation, un moteur qui est considérable de dérèglement, qu'on appelle le néo-capitalisme, qui fait beaucoup de mal aux sociétés et qui crée à l'intérieur des sociétés, y compris dans la nôtre, chez vous, au sein de votre maison même, et dans votre environnement, foyer, ça vous crée ce qu'on appelle du désordre. Et pour employer un terme que j'ai entendu M. Macron employer récemment, en termes de sociologie, ça crée de l'entropie, ou il a dit anomie. Il a dit anomie à propos du Mali. En fait, ça crée de l'anomie, c'est-à-dire du désordre. Nous sommes dans une période de désordre, et je trouve que les esprits, c'est pas que je trouve, les esprits, à la fois dans les groupes et dans les individus, y compris dans les institutions, les esprits aussi sont en dérèglement. Écoutez, qu'un cadre, dans une société qui vit en Martinique, se mette à appeler un autre sale nègre, je trouve que c'est peut-être pas... Il ne faut pas seulement le renvoyer, il faut lui demander d'aller voir un médecin. C'est-à-dire c'est un désordre mental. Bon, qu'aujourd'hui, j'ai entendu d'ailleurs, qu'aujourd'hui, qu'on dise, qu'on oublie que nous sommes une société mélangée, mais c'est un désordre. Nous sommes on a perdu le sens du réel. Nous sommes une société fondamentalement mélangée, dont la matrice principale, bien sûr, elle est africaine, mais nous sommes... Qu'il y ait une communauté en Martinique qui parle de pureté, elle aussi, elle est dérangée. Elle a un problème. Elle a un gros problème. Vous avez dit, elle a plusieurs gros problèmes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que nous avons des dérèglements dans le monde dans lequel nous sommes et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut qu'on garde notre sang-froid. Et Charles Nicolas dit on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Bon, alors je vous signale que Buxton, dans les années 70, dans son livre La Martinique est un asile, bon, je ne crois pas à ça. Je pense que ça, c'est la vision extrême. Ça, c'est une vision un peu comment dirais-je, oui, extrême. Bon, on va simplement dire qu'il faut que les Martiniquais prennent conscience de ça. Nous sommes aussi soumis aux contraintes des organisateurs de la mondialisation et tout peut arriver. Y compris sur une île qui est, on va dire, un peu protégée. Mais nous sommes hyper connectés, justement. Et n'oubliez jamais l'exemple que je vous ai donné de mes amis, que mes amis sociologues et anthropologues cubains me disent tout le temps. Ils me disent, écoute, Louis-Félix, nous sommes soi-disant semi-fermés ou semi-ouverts, nous avons les mêmes problèmes de la mondialisation ici, voire chez toi. Et donc, cette conscience comment dirais-je, du risque du désordre ne doit jamais nous laisser. Alors, je vais vous lire la petite citation, à mon avis, que vous allez faire vôtre. Donc, Césaire, la petite société coloniale qu'était la Martinique, avec ses mesquineries, ses ragots,
ses préjugés et sa hiérarchisation en classe et en race, bref, je m'y emmerdais profondément. J'ai donc foutu le camp avec joie. Et il conclut, alors, avec une petite tentation narcissique quand même, imaginez Rimbaud à Charleville. Mais ça, c'est dans quoi il a dit ça? Alors là, c'est une interview en 1994, mais vous retrouvez ça dans la biographie qui vient de lui être consacrée et qui est sortie il y a quelques semaines. J'ai besoin d'ailleurs de regarder. Vous savez que Césaire, moi j'ai délaissé ses livres, qui sont rabâchés par tout le monde, qui sont mal lus par beaucoup d'ailleurs, par ceux qui sont souvent les plus proches de lui, qui ne comprennent rien, qui disent n'importe quoi. En revanche, moi je lis avec beaucoup d'attention ce que Césaire dit dans ses discours de meeting, de campagne. Les écrits politiques. Les écrits politiques. Je trouve c'est fabuleux. Ouais. C'est lumineux d'actualité. Ouais, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, il y a certains candidats, enfin, pas les plus proches forcément de Césaire, qui ont été puisés, donc j'ai noté ça, dans les écrits politiques, un certain nombre de phrases. Alors, on continue. Alors, il y en a que j'ai abandonnés parce que vous les avez déjà abordés. Il y a des gens qui m'ont dit, demande à Louis-Félix pourquoi nous sommes aussi méchants. Alors, moi, je me suis dit, bon, moi, j'y crois pas, mais sociologue. Écoutez, je dirais pas, je vais pas utiliser le même terme, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi? Vous avez déjà... Mais j'expérimente tous les jours. Ouais. Je ne vais pas trop en dire pour qu'on ne reconnaisse pas trop de quoi je veux parler, mais j'expérimente tous les jours, notamment en milieu professionnel en Martinique, où je fais souvent des interventions ou parfois des audits. J'expérimente, j'ai envie de dire, le désir de tuer. C'est quoi cette histoire? Ça vient d'où? Bon, alors... on a l'impression que c'est carcéral. On a l'impression que la Martinique, c'est une espèce de prison, et puis les gens se supportent de moins en moins. Alors, j'ai créé un concept que j'appelle la BAI. C'est-à-dire que quelqu'un arrive quelque part, et je suis tout neuf, et je vois que cette personne, dès les premiers jours, elle se met à exprimer des choses violentes à l'encontre des autres. Et j'appelle ça la bactérie d'animosité imaginaire. Notez bien. La bactérie d'animosité. C'est-à-dire que cette personne ne connaît personne. Elle se met... Alors, au point où, ayant fait une intervention une fois, il y a un syndicaliste qui m'a dit, un responsable syndical qui m'a dit très gentiment, tu es entré curé, Osier. Je leur ai demandé, mais pourquoi êtes-vous aussi haineux les uns avec les autres? Alors, bon, moi j'essaie de comprendre, en tout cas, ce que je sais. Vous avez une réponse? Alors, d'abord, il y a une réponse d'histoire. L'histoire, c'est la vie sur les plantations. L'histoire, ce qu'on appelle les habitus, l'habitude de la vie sur les plantations. On a les familles étaient montées les unes contre les autres, les plantations, les habitations, divisées pour régner. Bon, et puis, alors, moi, ce que je pense vraiment, c'est que toute notre vie a été marquée, parce que nous parlons du traumatisme de l'esclavage, mais nous oublions toute la série que... Toutes les autres. Parce que je vous signale que Saint-Pierre, ça n'a pas été Metz non plus. 1902, 30 000 personnes. 30 000 personnes, et puis on a déplacé. Ensuite, nous avons eu l'amiral Robert. Et tout ça, la guerre 14-18. La guerre 14-18, ce que j'appelle la chaîne traumatique. On n'a pas été gâtés. Bon, ça c'est vrai. Bon, mais ce que je pense aussi, c'est que cette chaîne traumatique nous a mis quasiment en survie. J'ai l'impression que dans les îles, les petites îles, en particulier celles qui sont sous dépendance externe, ces petites îles, elles sont soumises, enfin leurs populations sont soumises à ce que j'appelle une sorte de logique de la survie. Et ces logiques de la survie, c'est sauf qui peut. Donc en fait, l'image, alors les gens qui m'ont demandé ça me disent, c'est l'image du tonneau avec des crabes. Les crabes qui essaient de sortir, les crabes d'en dessous. D'ailleurs, ça fait partie de la culture populaire martiniquaise d'utiliser cette image-là. Je vais pas citer des îles de la Caraïbe, parce que c'est passé un peu déplaisant.
vis-à-vis d'elle. Et lorsque je faisais des enquêtes dans certaines îles, avec d'ailleurs des ressortissants de ces pays, j'étais souvent frappé, là aussi, de la dureté des gens entre eux, en situation de survie. Vous savez, les gens, on a parfois des idées qu'on se fait sur certains peuples de la Caraïbe, on a tendance à les idéaliser, mais lorsqu'elles sont en situation de pauvreté, donc de survie, les gens sont entre eux très durs, très très durs. Et c'est ce que j'appelle la mentalité de la survie. Ça m'a donné à réfléchir. Je me suis dit, mais chez nous, bien sûr, on n'a pas la survie économique, mais est-ce que psychologiquement, nous n'essayons pas de survivre à tous ces traumatismes que nous avons, à une situation insulaire petite, surchargée? Voilà mon explication. Mais, Eddy, je suis... peut-être que c'est l'humanisme qui me fait ça, mais je suis absolument sidéré de voir, même y compris durant cette campagne, je suis sidéré de voir la dureté des gens entre eux. Ouais. Malgré ça, vous êtes aussi favorablement impressionné par l'empathie. Vous disiez, il y a de la correction, les gens sont grosso modo bienveillants, mais cette idéologie ou cette philosophie de la survie, elle est prégnante, on est bien d'accord. Absolument, mais moi je ne me laisse pas faire. Je gère, je suis dans une situation, certains endroits, je dis carrément aux gens, vous pouvez faire vos bêtises, ça ne m'impressionne pas, vous n'allez pas me faire devenir comme répressif. Faites vos bêtises si vous voulez, mais moi, je ne vais pas changer. Lorsque vous aurez fini, venez me voir. Venez me voir. Donc, je continue à ne pas me laisser faire. C'est-à-dire que, en fait, c'est une forme de survie aussi. Je ne veux pas me laisser atteindre, ni par deux choses. D'abord, je ne serai jamais un Martiniquais assimilé. Jamais. Je resterai jusqu'au dernier souffle de ma vie un Martiniquais, non pas intégriste, mais intégral, authentique. Ouais. Je suis vraiment agrippé à ce pays-là. Qu'est-ce qui serait le symbole, justement, de cette stature? Vous n'avez pas osé le dire, mais bon, Martiniquais debout, qu'est-ce qui serait le symbole de ça? Pas le vote politique, rassurez-moi. Non, je vous taquine. Je ne sais pas, je ne sais même pas s'il y a un symbole, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous dire, parce que moi, je vis ça tous les jours, je ne me laisse pas faire. Ouais. Je ne me laisse pas faire, y compris surtout, mentalement, intellectuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose... Je pense la Martinique. Et aucun autre pays, pour moi, je n'ai qu'un pays, c'est la Martinique d'ailleurs, mais j'aime tous les autres pays. Moi, j'adore la France, j'adore les États-Unis, pas les États-Unis parce que j'y ai jamais été. En tout cas, pas tous les États-Unis. Bon, mais j'adore la France, j'adore l'Allemagne, j'ai fait tous ces pays-là, l'Espagne, tout ça. Mais je suis fondamentalement martiniquais. Mais je ne me laisse pas faire. Quand vous dites « je ne me laisse pas faire », quelle est l'idée, ou de manière plus prosaïque, l'objet ou le site qui, pour vous, est symbolique de la Martinique? Je vais vous répondre, mais avant, je vais vous dire. Lorsqu'on, par exemple, dans les politiques publiques, on me dit « voilà ce qu'il faut faire ». Et puis, on me propose une politique publique venant de là-bas. Je regarde ça avec beaucoup, parfois, pas de manière hautaine, mais avec distance, vu mon âge. Parfois, vu mon âge, parfois, alors les gens qui me connaissent rigolent parce qu'ils me connaissent déjà. Je regarde ça avec à distance en me disant, bon, on va discuter pour savoir si c'est bon. Alors, parfois, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, parfois, c'est bon, je prends. Bon. Mais si c'est pas bon, je vous dis, écoutez, il faut repasser, c'est pas bon, ça. Bon. Vous voyez, donc, intellectuellement... vous avez déjà une posture. En fait. Voilà, et puis surtout, mais je reste ouvert. Ouais. Bon, mais puis j'oublie jamais la Martinique, les Antilles, la Caraïbe, et puis le monde. Et puis la fraternité. J'oublie jamais ces choses-là. Ouais. Ne jamais céder à quelque chose qui est de l'ordre du refus de l'autre. De l'enfermement. Bon. Alors, vous me posez la question... Alors, le site, le mot, la chose, le symbole. Quand vous dites, moi, je ne me laisse pas faire, je ne renoncerai pas, vous pensez à quoi? Je ne sais, je n'ai pas... Moi, je pense que ceux qui doivent... C'est pourquoi je suis très attentif aux élections à la CTM, ouais. Quel que soit. Mais je suis très attentif pourvu que nous ayons, quel que soit,
Et je vous dis que mon choix est déjà fait. Hein. Ouais. Mon choix est déjà fait et il ne va pas changer. Bon. Mais ce que je veux pour la Martinique, c'est une équipe qui pense la Martinique. D'abord la Martinique. Et puis aussi qui ne se laisse pas faire par l'assimilation à des politiques publiques qui viennent d'ailleurs, etc. Mais en même temps, une équipe qui est ouverte, qui n'a pas peur de discuter avec les représentants de l'État, fermement, mais fraternellement. En même temps, moi je fais ça, je dis position extrêmement difficile à tenir. Écoutez, moi je fréquente certaines administrations d'État où j'ai des gens que je respecte beaucoup, qui sont très respectueux. Et qui vous respectent, ouais. Ah oui, qui me respectent et qui savent déjà. Parfois, bon, il y a des petites frictions, mais enfin, je suis capable de dire à n'importe quel préfet ce que je pense avec beaucoup de respect, parce que l'intérêt de la Martinique veut ça, voyez-vous. Mais la pire des choses aussi, c'est la fermeture. C'est la haine de l'autre. Ouais. C'est la pire des choses. Voilà. C'est la pire des choses. Il ne faut pas. Et c'est pourquoi je disais que, à propos des étrangers, il faut qu'on soit ouvert et qu'on réfléchisse. Voilà. Louis-Félix Osier-Lafontaine, merci beaucoup. Cette émission s'achève. On a passé 1h30. Vous avez vu comment ça a été vite? Écoutez, vous n'allez pas mettre tout ça quand même. De toute façon, ce n'est qu'un épisode de nos rencontres futures. Alors, comme vous le savez, il y a un petit quart d'heure très rapide. Si en régie, on peut nous mettre le visuel de notre partenaire qui est la librairie antillaise. Alors, très rapidement, je rappelle à nos lecteurs qu'ils peuvent retrouver nos productions, le Business News qui gère le pays. Vous avez les 500 noms des personnages les plus influents. Il y a Louis-Félix Osier-Lafontaine dedans. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où est-ce que vous avez été pour ça. La sociologie, pour moi, c'est fondamental. Oui. Donc, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez leurs coordonnées. Il y a des gens qui m'ont dit, mais on ne peut pas appeler le préfet, on ne peut pas lui envoyer un mail. Je dis oui. Je vous ai mis son téléphone et son mail dedans. Voilà. Elido Moutaouti, vous pouvez l'appeler. Historial, donc l'histoire de René Beauregard dans votre zone originelle. J'ai vu l'autopsie de Beauregard. Avec le docteur Perronnet dans la cour de la mairie, parce que j'étais derrière les jupes de ma mère et je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Moment terrible. Oui, terrible. Il avait une pipe. Ah ouais. Oui, il fumait la pipe, oui. Et il autopsiait en fumant la pipe. Oui, dans la cour de la mairie du Vieux-Pipe. Ouais. Alors, et puis le People Yol que vous avez vu. Alors, on revient à des choses encore plus intéressantes. Alors, le bouquin fondateur pour un certain nombre de membres du PPM et puis beaucoup d'intellectuels martiniquais, des origines de la nation martiniquaise, Camille Darcière. Donc, c'est à sa veuve que l'on doit la réédition, Génie Darcière. Donc, à lire absolument. Oui, ça... je tiens déjà à la remercier d'avoir, et je ne suis pas le seul, pris son courage à 2 mains et ressorti ce livre fondateur à lire parce qu'il transcende en fait tout le champ des opinions, des philosophies martiniquaises. C'est extrêmement intéressant. Et puis vous allez mieux comprendre pourquoi on dit que certains n'ont pas lu leur histoire et fondamental. Alors, on n'est jamais très loin d'Aimé Césaire. Marie-Josée Ali, entretien avec Aimé Césaire. Donc c'est un peu le portrait d'Aimé Césaire, à la fois par une journaliste, et puis surtout un portrait qui est un peu en décalage par rapport à ce qu'on a de manière traditionnelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent ou qui utilisent Aimé Césaire. Là, ça a une valeur, je dirais, de témoignage extrêmement intéressant. Alors... Patrick Chamoiseau, Le Compteur, La Nuit et Le Panier. Alors là, on est sur l'habitation, on en a parlé, bon, avec son talent habituel, même si parfois c'est un peu complexe pour le lecteur traditionnel, mais... un de ses meilleurs livres, à mon avis. Oui, celui-là a établi un lien de proximité avec le lecteur qui est quand même indispensable et qui permet, là encore, de connaître un peu mieux notre relation. C'est un écrivain de grand talent. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Patrick Chamoiseau. Alors, Marie-Pierre Loiseau, Au bout du petit matin, l'émotion. Ça, c'est
C'est une poétesse qui... c'est un recueil de poèmes. Elle s'appelle Mappy, c'est son petit nom. Au bout du petit matin, l'émotion, c'est un condensé de cette espèce de rapport que nous avons à la fois avec la réalité et puis le rêve. Et cette jeune femme est vraiment a beaucoup de talent, donc je vous recommande. Alors, ça, je reviens avec, parce que les gens m'ont dit, mais non, mais c'est... il faut le reconiquer, il faut en parler. Faites-en la publicité. Bon. Esther Éloidin, 4 siècles de chansons grivoises et paillardes aux Antilles Guyanes. Excellent. Ah bon. Excellent. Excellent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique, parce que à travers les paroles, on nous dit, oui, mais vous avez une lecture brillante, mais peu accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Non, c'est pas vrai. Monsieur Tout-le-Monde a écrit lui-même ce que nous sommes. Alors, lisez ça, et vous verrez d'ailleurs les connexions entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Excellent. Alors, Facette du Morne Rouge entre volcans, plateaux et forêts, c'est un bouquin de l'Association des Amis du Parc naturel régional de la Martinique. Alors là, si vous voulez voir des photos de ce qu'est la nature martiniquaise, achetez ce bouquin. C'est un ouvrage collectif, c'est magnifique. Il y a des photos superbes et des textes aussi qui vous permettront de connaître l'histoire de cette région, dont je rappelle qu'elle a été acceptée par l'UNESCO. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, et ça va vous intéresser, Louis-Félix, de la sociologie, de la montagne, notamment les montagnes façonnées par l'homme, parce qu'on a l'impression que finalement la nature s'impose, etc. Mais l'homme a toujours été très très proche de la nature, y compris les Amérindiens. Bon, alors, mes fanatiques de romans policiers me disent n'oublie pas le thriller. Bon, là, c'est le pape. Hein, je vous présente ces bouquins au fur et à mesure. James Ellroy. Alors, avant les grands bouquins comme le Dahlia Noir, etc., il a commis trois bouquins, et notamment celui-là qui est le plus dur, qui est le plus noir, avant même de devenir célèbre, qui s'appelle La colline aux suicidés. Donc, on va dire que c'est un préquel, c'est avant le succès. Lisez ça, vous comprendrez comment on devient quelqu'un de carrément exceptionnel. C'est une trilogie, celle-là, c'est la dernière. Merci beaucoup. Louis-Félix, merci beaucoup de votre éclairage sur la société martiniquaise. Je pense que de temps en temps, on devrait faire ce genre de pause pour mieux comprendre ce qui nous anime et ce que nous sommes. Et ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive. Voilà le type qui ne veut pas lire dans sa boule de cristal, mais qui dit nous, voilà ce qui nous arrive. En tout cas, merci beaucoup. Faites une pause. Et puis, on retrouve nos habitudes à passer les élections. Mais je vous promets un invité exceptionnel au même titre que Louis-Félix la semaine prochaine. À bientôt. C'est